contenus qui sont diffusés au quotidien dans les réseaux sociaux ne participent aucunement à l'édification des masses populaires et laboureuses. Lorsque ce sont des tatamis où s'affrontent des personnes qui ont des contentieux, des bisbilles ou des imbroglios dans tel ou tel secteur, cela ne fait plus honneur à l'usage des réseaux sociaux. Ici, on insulte notre chef d'État, bon. On insulte notre première dame, on n'a jamais suspendu les réseaux sociaux. Bon. Donc c'est excessif en fait, c'est excessif. Ils pourraient gérer cela autrement, c'est excessif. L'Afrique d'aujourd'hui est un paradoxe vibrant. Un continent jeune, des téléphones dans chaque poche, des réseaux sociaux qui bourdonnent à chaque coin de rue. Et pourtant, à chaque grande épreuve politique ou sociale, la toile se coupe comme si une main invisible tirait le rideau sur des millions de vies. Au cœur d'une capitale africaine, des foules sur les places publiques, des messages qui s'échangent à la seconde, des vidéos qui font le tour du continent en quelques minutes. Et puis, soudain, la lumière digitale s'éteint. Pas une panne, pas un accident, un ordre politique. Le web disparaît, l'Afrique se tait. Alors, la question s'impose comme un écho inquiétant. Est-ce l'acte d'État démocratique protégeant leurs citoyens aux larmes silencieuses d'un pouvoir qui craint la colère, la contestation, la vérité? Prolifération des réseaux sociaux, on a l'impression que ça ne nous sert pas seulement à communiquer. On n'échange pas les informations positives, mais ça sert aussi beaucoup plus à mettre non seulement la diffamation sur des personnes, ça sert aussi à créer des discours haineux parce qu'il y a le tribalisme qui foisonne de ce côté-là et il y a des discours extrêmement violents qu'on peut faire à longueur de journée et surtout au niveau des États africains où on a des luttes de pouvoir parce que beaucoup de gens se mettent dans ce sens-là pour distribuer ou bien distiller un discours qui n'est pas du tout commode dans le sens du vivre ensemble. Ces interruptions ne sont plus des incidents isolés, non. C'est un phénomène global qui prend de l'ampleur chaque année sur le continent. En 2024, le groupe Access Now et la coalition Keep It On ont comptabilisé 21 coupures dans 15 pays africains. Un record jamais atteint. Des Comores au Kenya, du Burundi au Sénégal, à chaque moment décisif, élections, manifestations, instabilité sociale, les gouvernements ferment l'accès au réseau. Plusieurs pays se sont illustrés par une rupture brutale avec les réseaux sociaux et on peut les dénombrer, le Tchad, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Bénin, ceci pour des raisons spécifiques. Il faut également souligner que l'avènement des réseaux sociaux procédait de la modernisation de l'humanité, c'est-à-dire que ces nouvelles technologies ont été créées pour faciliter la tâche dans plusieurs domaines, dans plusieurs pans de la vie à l'être humain. Tous les secteurs d'activité nécessitent la participation ou de l'utilisation des réseaux sociaux. Mais le plus important est donc de savoir en faire usage. Et dans le cas d'espèce, il me semble que plusieurs pays en Afrique sont dans la déviation et la dérive. Ce sont des millions de vies affectées, des entreprises qui s'effondrent, des journalistes réduits ici au silence, des familles qui sont isolées, des citoyens privés d'informations en temps réel. Chaque blackout raconte une histoire de pouvoir et de contrôle et surtout de citoyens mis à l'écart. C'est compliqué aujourd'hui
verrouiller. De De verrouiller, c'est cela. Parce que nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un village planétaire, c'est-à-dire il faut qu'on communique en longueur de journée et les réseaux sociaux aident aussi certains à faire du business, du commerce, de mettre des produits en ligne et tout le reste, ce qui fait que ça va en quelque sorte impacter aussi l'économie du Gabon dans ce sens-là. Bon, il va falloir trouver le juste milieu pour gérer cela et mettre, je pense, des lois assez fortes pour pouvoir punir sévèrement ce qu'on peut punir. Pas suspendre, mais punir les dérives. Oui, punir les dérivés. Ou les filtrer. Et effectivement. Aujourd'hui, Internet, c'est le terrain de jeu de la démocratie. On s'y organise, on s'y informe, on s'y mobilise. Et les autorités l'ont bien compris. Prenons l'Ouganda à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Le gouvernement a ordonné un blackout total. Objectif officiel, lutter contre la désinformation et préserver la paix. Mais pour l'opposition et les observateurs, ce silence numérique avait un goût plus inquiétant. Bloquer l'information, étouffer le débat démocratique, neutraliser la surveillance citoyenne. Les citoyens, eux, n'ont pas disparu. Ils ont trouvé des solutions, des applications alternatives, des canaux de communication clandestins. La voix ne disparaît jamais. Elle change seulement de canal. C'est là toute la leçon. Empêcher les gens de parler ne fait que transformer la conversation, la déplacer, la rendre plus créative encore et parfois plus puissante même qu'avant. Il y a le VPN, n'est-ce pas, qui permet de contourner les restrictions. Il y a les caméras mobiles à travers les téléphones. Il y a des réseaux parallèles. Il y a le dark web. Il y a maintenant, tout récemment arrivé, Starlink, qui, n'est-ce pas, par mesure du ministère de la Communication, ça a été arrêté. Oui. Au cours des dernières semaines, le Gabon a été sous les projecteurs internationaux, non seulement pour les tensions sociales croissantes, mais aussi pour les mesures spectaculaires de restriction d'accès au net, révélatrices de défis profonds auxquels le pays est confronté. Le 17 février 2026, la Haute Autorité de Communication, HAC, a ordonné la suspension immédiate et indéfinie des réseaux sociaux dans tout le pays. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube et TikTok ont été bloqués par tous les fournisseurs d'accès. Des millions de Gabonais ont vu leurs canaux de communication et d'expression disparaître du jour au lendemain. Les autorités ont présenté cette mesure comme une lutte contre la diffusion de contenus inappropriés, diffamatoires ou menaçant l'ordre public, ainsi qu'une réponse au cyberharcèlement, aux fausses informations et aux violations des données personnelles. Alors, j'estime que cette décision des hautes autorités du Gabon devrait faire tache d'huile et les États comme le Cameroun, qui sont en proie à une désagrégation avancée, devraient copier cet exemple. Il ne faudrait pas avoir honte de copier le bon exemple. Pour beaucoup, toutefois, le moment choisi en dit long. La coupure intervient alors que le pays est traversé par une vague de protestations sociales avec des enseignants et d'autres corps de métiers en grève excédés par les conditions de travail et la hausse du coût de la vie. Le silence numérique ici semble répondre à la fois aux risques perçus en ligne et à la pression de la rue. Avec ce qui se passe au Gabon, notre pays frère, ami,
avec qui le Cameroun, n'est-ce pas, nous partageons beaucoup d'ethnicité. Non, la suspension a une teinte un peu à l'image aussi radicale. Voilà, à l'image en fait de qui est à la tête de l'État. D'accord? La HAC, certes, régit tout cela, mais soyons un peu souples. Le Gabon avait déjà connu une rupture majeure du pouvoir politique. En août 2023, un putsch militaire a renversé le président Ali Bongo Ondimba, mettant fin à plus de 5 décennies de domination politique de la famille Bongo. Cette chute est survenue après des élections contestées, des tensions sociales accrues et un contexte institutionnel fragile. Le général Brice Clotaire Oligui-Nguema a pris le pouvoir, puis a été président en avril 2025, incarnant l'espoir d'une transition plus transparente. Mais malgré ce changement, le pays reste marqué par des protestations, des grèves et un mécontentement généralisé, surtout dans le secteur public et chez les jeunes urbains. Dans ce contexte, l'utilisation de coupures d'Internet comme outil de contrôle n'est pas un hasard. Même sous un régime se voulant réformateur, les plateformes numériques représentent une source de contestation et un moyen de mobilisation que l'État gabonais cherche parfois à contenir. Personne ne sait plus que lui les dangers que court son pays et encore les vulnérabilités de son pays. Je pense que ceux qui sont à la tête du pays mesurent très bien et savent très bien et surtout à quel moment ils sont en danger pour telle ou telle situation. Ils ont des éléments qui ne vont pas forcément partager avec nous. Je pense que c'est une décision qui a été réfléchie. Je leur accorde, je peux faire soupçonner qu'ils savent très bien ce que c'est que les réseaux sociaux en termes d'économie numérique, en termes de partage de culture, en termes même de promotion de son pays. Ils savent très bien. Ça ne pourrait pas être une décision fantaisiste. Donc, c'est pas une décision fantaisiste. Je refuse de penser comme ça. Je refuse de penser comme ça. Deux questions restent centrales. Une démocratie peut-elle justifier une coupure massive pour préserver l'ordre public? Où commence la censure et où finit la régulation nécessaire? Quand on est responsable des structures étatiques, il faut avoir, n'est-ce pas, la mesure humaine des prises de décision, surtout en ce qui concerne des restrictions directes ou indirectes. Il faut penser, n'est-ce pas, à ce qui va entourer, après la prise de décision, n'est-ce pas, les à côté. Parce que oui, vous suspendez comme ça, de facto, mais en filigrane, il y en a vraiment qui vont en pâtir. Le Gabon n'est pas isolé. À travers l'Afrique, des gouvernements ont bloqué l'accès à Internet et aux réseaux sociaux, prétendant protéger l'ordre public, mais souvent au prix de la liberté d'expression. Cette pratique est devenue une tactique récurrente pour gérer l'information politique et sociale. Au Cameroun, cette dynamique s'est manifestée à la fin de l'année 2025. Au lendemain de la présidentielle du 12 octobre, le pays a connu des perturbations substantielles de l'accès à Internet au moment exact où une partie de la population manifestait contre des résultats largement contestés. Ces éléments technologiques ont procédé de façon outrancière à la tribalisation de la société. Moi, je suis dans les... La montée de ces discours haineux, tribalisme. Jean Jarzé, lors de la dernière élection présidentielle, qui aurait pu être un moment de clarification, d'élaboration, de propagande autour d'une vision politique porteuse par chaque candidat. Nous avons été tétanisés par cette flambée des invectives, du discours communautariste, ethniciste et tribal. Des tribus, des frères se sont clairement opposés avec pour fond des injures. Et le vecteur de
de propagation de ces insanités n'était autre que ces réseaux sociaux. Les données de surveillance du net ont montré que la connectivité nationale était fortement affectée dès le 23 octobre 2025, alors que des protestations éclataient dans plusieurs villes, notamment Douala, Maroua, Garoua, Bafoussam, Tchang et Yaoundé. Ces manifestations suivaient le rejet par le Conseil constitutionnel de toutes les contestations officielles du scrutin. Officiellement, les autorités ont tenté de minimiser l'impact, attribuant ces perturbations à un incident technique sur un câble sous-marin de fibre optique, affirmant que des dommages au réseau avaient ralenti l'accès Internet. Mais pour de nombreux observateurs et analystes, opposants et défenseurs des droits numériques, cette explication sonnait creux. Le moment choisi en pleine contestation post-électorale coïncidait trop parfaitement avec le besoin pour le pouvoir de contrôler l'information, limiter la diffusion des images de protestation et étouffer la coordination des mobilisations populaires. Ils n'ont pas envie de... C'est comme si on punissait toute la salle de classe parce que quelques élèves ont bavardé. Malheureusement, c'est parce qu'on a du mal à punir ou à identifier qui sont les bavards. On se trouve en train de suspendre toute la classe. C'est un peu le même schéma. Des organisations comme Paradigme, Initiative, Ping et la Digital Rights Alliance Africa ont vivement condamné ces perturbations, rappelant que l'accès à Internet est une liberté fondamentale. Elle souligne que son interruption, même partielle, entrave la liberté d'expression, l'accès à l'information et la transparence des processus démocratiques. Ces interruptions constituent une violation des droits garanti par la Charte africaine des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la constitution camerounaise. Il y a un moyen technique de suspendre certains canaux de diffusion de certains contenus. Tous les groupes à Facebook ne sont pas des groupes de diffusion de haine. Toutes les pages ne sont pas les pages qui traitent même des affaires politiques. Il y a des pages qui parlent de culture, qui parlent de management, d'entrepreneuriat et autres. Mais quand on suspend, maintenant c'est tout le monde qui perd. Pourtant, il y a des moyens. Sauf que qu'est-ce qui bloque? Il y a plusieurs choses qui dérangent dans cette affaire. Il y a le moyen technique. Nous ne les avons pas. Les gens tirent sur l'antique. L'antique a de très bons ingénieurs, l'antique a des gars performants. Mais est-ce que l'antique a la main mise sur la gestion de Facebook? Est-ce que l'antique a les capacités de suspendre une page au besoin ou alors de l'ouvrir quand ils veulent? Il y a des limites, il y a des limites juridiques, les lois. Je vais vous donner un exemple. Je peux être aux États-Unis et faire la promotion de l'homosexualité au Cameroun. Parce que je suis aux États-Unis, mais je suis dans tous les groupes Facebook du Camerounais. Maintenant, il est difficile que l'État camerounais demande à l'État américain de suspendre cette page-là, parce que là-bas, ce n'est pas interdit. Vous comprenez comment c'est pas très évident pour nous de suspendre, de faire le filtre de bons et de mauvais. Il y a des choses qui passent là-bas qui ne passent pas ici. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun recourt à ce type de mesures. Pendant la crise anglophone, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'accès à Internet a été coupé ou fortement limité à plusieurs reprises dès 2017. Une coupure totale a duré plus de 90 jours, tandis que des restrictions ciblées sur les réseaux sociaux et certains services de messagerie ont été appliqués autour de septembre-octobre 2017, en lien avec des mobilisations politiques et sociales. Ce n'était pas une coupure nationale complète, mais des interruptions ciblées dans les zones anglophones documentées par des médias internationaux et des ONG. Vous savez qu'il y a d'autres
qui ne sont pas au Cameroun et qui sont champions pour distiller ces messages en étant à l'extérieur et impacter la vie de beaucoup de citoyens, créer la zizanie entre des gens qui vivaient en communauté, qui vivaient en paix dans des territoires, parce que vous allez voir, les villes camerounaises aujourd'hui sont des villes cosmopolites où on regroupe plusieurs ethnies, tribus et tout le reste. Et je pense que c'est le même cas dans plusieurs villes africaines, que ce soit à Libreville, au Gabon, ou bien dans les villes au Congo, à Kinshasa et tout le reste. Et ce sont des villes généralement qui regroupent plusieurs communautés, plusieurs ethnies, et créer ces discours de haine, mettre des gens dans des difficultés, ça pousse les gens à l'affrontement, ça pousse les gens à se regarder même en chien de faïence. Dans le contexte de 2025, au-delà de la question technique d'une panne de câble, ces interruptions ont pris une dimension politique évidente. Elles ont réduit la visibilité des manifestations, limité les échanges d'informations entre citoyens et accru la défiance vis-à-vis des autorités, déjà fragilisées dans la légitimation de la suite du processus électoral. Pour beaucoup, cette séquence, interruption technique ou stratégie politique, pose encore une fois la même question cruciale. Le contrôle de l'accès à Internet devient-il un instrument de gestion des crises politiques plutôt qu'un outil de protection des citoyens? Nous en avons même d'ailleurs appelé à l'arbitrage, mieux à la régulation de l'autorité compétente au Cameroun. Mais par cette entente, Conseil national de la communication. le Conseil national de la communication ou On l'agence a même nationale. convoqué l'antique. On a même convoqué de l'antique. télécommunications. Certains ont proposé la création d'une brigade cybernétique parce que ça allait mal. Ça allait très mal. Alors, il y a eu un attentisme, il y a eu un silence, il y a eu une indifférence qui ont fini par nous conforter dans l'idée selon laquelle ces dérapages confortaient l'ordre établi. Le gouvernement justifie souvent ses coupures par des motifs légaux ou sécuritaires. Éviter la propagation de discours haineux, préserver la paix pendant des moments sensibles, empêcher la diffusion de rumeurs dangereuses. Mais quand on regarde au-delà des communiqués officiels, une autre logique apparaît. Les coupures se produisent presque toujours lors des périodes où le pouvoir est contesté. Avant ou pendant des élections, des manifestations importantes, ou lorsque des critiques influentes montent en puissance dans l'espace public. Ce n'est pas un hasard. Dans de nombreuses démocraties avancées, la liberté d'expression est protégée, même en temps de crise. On débat plus qu'on ne coupe. Mais dans les contextes où les institutions sont fragiles, où la démocratie est jeune, fragile ou contestée, l'Internet devient une zone de confrontation directe entre pouvoir et société civile. Il y a peut-être des choses qui sont interdites sur Facebook. Je ne veux pas dire, mais nous, peut-être avec notre langage, on peut contourner. Vous voyez, lorsqu'on écrit, on prend un mot que Facebook ne reconnaît pas parce qu'ils sont installés en France, peut-être, pour contrôler ce qui se passe ici en Afrique. Mais le Camerounais comprend ce que l'autre est en train de dire à travers ce mot. Mais Facebook ne peut pas analyser, les algorithmes de Facebook ne peuvent pas analyser ce que le mot qui vient d'être dit. On peut être tribaliste sans le savoir. Et est-ce que Facebook connaît nos différents quand on est ici à l'intérieur, qu'il y a un problème entre telle communauté ou telle communauté? Mais si on mettait des bureaux au niveau du Cameroun qui savent analyser les problèmes camerounais pour savoir que tel message qui vient d'être publié n'est pas bon pour la société camerounaise, c'est suspendu directement. Bon, il va falloir qu'on travaille dans ce sens, mais dire clairement qu'on va peut-être couper le Cameroun du reste du monde parce que il y a certes, je peux dire, un danger pour la sécurité nationale, ça va être compliqué. Pour répondre à la question centrale, coupure d'Internet en Afrique, dictature ou démocratie, on doit comprendre que la réponse ne se réduit pas à un simple choix binaire. Elle se lit plutôt dans une gradation d'intentions, d'effets et de conséquences. Quand une démocratie peut légitimement restreindre l'Internet, un État véritablement démocratique pourrait
théoriquement limitées, temporairement, certains contenus pour éviter l'incitation à la violence ou la propagation des discours haineux. Mais ces restrictions doivent être légales et transparentes, être proportionnées, être soumises à un contrôle judiciaire, être temporairement limitées et ciblées. Dans la pratique africaine contemporaine, très peu de coupures respectent ces critères démocratiques. Quand une coupure traduit une logique autoritaire, la majorité des interruptions documentées en Afrique présentent ces caractéristiques. Ordonnées sans transparence, décidées sans contrôle judiciaire, affectant des millions de citoyens innocents. Sur des périodes prolongées, souvent coïncidant avec des moments politiques sensibles. Cela ressemble moins à une mesure de sécurité qu'à une arme politique. On ne combat pas le désordre en fermant l'Internet. On combat plutôt la visibilité du désordre. J'interpelle donc les pays africains d'appuyer sur les leviers diplomatiques nécessaires pour résoudre cette affaire, parce que de façon technique, c'est compliqué. La solution technique la plus facile, vous voyez, celle qu'elles ont fait recours, est souvent de suspendre, mais elle cause beaucoup de dégâts. Pourtant, je pense que nos États doivent voir les leviers diplomatiques qui peuvent poser ce répondre à ce niveau. C'est à ce niveau que la solution peut être facile à trouver. C'est-à-dire qu'on ait la capacité de saisir à tout moment cette entreprise-là, cet organe-là, et lui dire, nous ne voulons plus que cette page diffuse au moins dans notre espace. Si nous avons la capacité, ça ne coûte rien. C'est comme ça qu'on peut enlever la bonne œuvre, dissocier la bonne œuvre de la mauvaise. À travers le continent, l'histoire récente nous montre que l'Internet n'est plus seulement un outil de communication, mais un champ de bataille politique. Gabon, Cameroun et tant d'autres pays africains ont révélé une vérité inquiétante. Lorsque le pouvoir est mis à l'épreuve, la coupure du réseau devient un instrument de contrôle, une arme silencieuse mais redoutable. Au Gabon, le blackout national a coupé des millions de citoyens de leur repères numériques, transformant le pays en un théâtre d'ombre où la voix du peuple se perd dans le silence imposé. Au Cameroun, les perturbations ciblées dans les régions dites anglophones et lors de la crise post-électorale ont montré une autre forme de contrôle, plus subtil, mais tout aussi efficace. Isoler les zones contestataires et limiter la coordination et l'expression. Ces exemples révèlent une tension cruciale. La promesse démocratique d'Internet, liberté d'expression, circulation de l'information, mobilisation citoyenne, se heurte ici à la tentation du pouvoir de contrôler l'information, de réguler les discours, de canaliser les opinions. Chaque coupure soulève la même question. Sommes-nous encore dans une démocratie numérique où la toile devient-elle un instrument de censure et de manipulation? Mais au-delà de la technique et du politique, il y a un enjeu humain. Chaque interruption laisse ici des familles, des étudiants, des entrepreneurs, des journalistes isolés, privés des voix et d'accès au monde. Elle nous rappelle que l'Internet n'est pas neutre. C'est une extension de nos vies, un écho de nos luttes, un miroir de nos sociétés.